Cavalère, Gassin, Grimaud, Cogolin, Ramatuelle, Saint-Tropez et autres noms magiques de la côte varoise attirent chaque année des millions de visiteurs. Cet afflux de population pose en période estivale un sérieux problème de distribution d'eau aux collectivités locales. La politique du Conseil général est une politique hydraulique pour le Var. Les besoins d'eau ne cessent de croître et très certainement le problème de l'eau sera le problème du siècle qui vient. Conscientes de cette urgence, 9 communes du bassin de Saint-Tropez se sont regroupées en un syndicat intercommunal pour réaliser un ambitieux projet de réservoir d'eau, le barrage de la Verne. La Verne ne coule plus l'été jusqu'à la mer. Elle offre son lit aride aux promeneurs vers le massif des Morts, là où ses eaux d'hiver ont sculpté la roche. Là aussi où vivent les tortues d'Hermann et poussent les végétaux rares qui seront déplacés et sauvegardés par le projet de barrage. Au plus retiré de la vallée, la chartreuse de la Verne fut un lieu de méditation dès le XIIe siècle. Elle domine un site sauvage et difficile d'accès descendant vers la plaine. Au débouché de cette vallée, une cuvette naturelle offre les conditions idéales pour l'édification d'un barrage. Le 31 juillet 1989, l'ensemble des maires et des autorités locales donnent le premier coup de pioche pour un chantier de 2 années. Accompagné du président du Conseil général et du préfet, Patrick Blot, président du syndicat et maire de Cogolin, lance les travaux. Pendant 5 mois, les engins vont procéder au déboisement du site avec le souci permanent de garder à la vallée son équilibre écologique naturel. Ici, dans 2 ans, s'étendra sur 7 km un lac entouré de forêts. Sur le versant rive droite, on travaille à la main. L'hélicoptère d'électricité de France a déposé des poteaux électriques que l'on met en place pour l'édification des lignes. Ces lignes apporteront le courant aux entreprises travaillant sur le chantier et alimenteront plus tard les installations techniques du barrage. Mais le barrage lui-même ne fournira aucune énergie. Son but est essentiellement de constituer une réserve d'eau pour alimenter la région en eau potable à travers l'usine de traitement installée depuis 1980 sur la commune de La Mole. L'accès au site du chantier nécessite d'importants travaux de voirie. On aménage des pistes, des routes, des parkings et des zones de dégagement. Un véritable réseau qui permettra à des dizaines et des dizaines de véhicules et d'engins de toutes sortes de cohabiter pendant de longs mois sur un espace de plus en plus réduit. La superficie du bassin versant recueillant les eaux pluviales vers le lit de la rivière est d'environ 32 km². Ce bassin, à fond plat et imperméable en profondeur, présente à son extrémité aval un resserrement entre 2 collines. C'est dans ce défilé, sur ces appuis rocheux, que sera construit le barrage. Mais pour travailler au sec sur le site choisi, il faut procéder à la dérivation du lit de la rivière. Dans ce but, on a percé une galerie de dérivation provisoire directement dans l'éperon rocheux de la rive droite. Le guidage du laser indique le bon axe de percement et l'artificier pose les dernières charges de dynamite. Celui-là, là. Oh, non, ici. Non, là, au milieu, là. Là, voilà. Tiens, il y a un trou là vers ta main.
Chaque bâton de dynamite est tassé dans son trou avec des pains d'argile. Ensuite, les mèches de mise à feu seront reliées entre elles jusqu'au détonateur général. Voilà, le bouchon a sauté, découvrant une galerie d'excavation de 4,20 mètres de diamètre, traversant de part en part la barrière rocheuse. À l'extrémité aval, un tronçon artificiel de 70 mètres prolongera le tunnel vers le chenal d'évacuation. La Verne, désormais, passera à l'intérieur de cette colline rocheuse, laissant à sec l'emplacement du futur barrage, protégé par un bâtard d'eau. À l'extrémité amont, un radier de béton supportera un important ouvrage, la tour de prise d'eau. Cet édifice permettra, par ses ouvertures à différents niveaux, de prélever l'eau du bassin et de la diriger vers l'usine de traitement de la Mole à 3 km en aval. Le corps intérieur de la tour est raccordé à une conduite métallique d'amenée d'eau d'1,30 mètre de diamètre. Cette conduite parcourt les 170 mètres de galerie souterraine jusqu'à un local technique où seront installées des vannes. Celles-ci auront pour rôle d'assurer un débit permanent de la rivière en toute saison. L'une permettra l'isolement de la tuyauterie d'alimentation et les deux autres montées en série pour la sécurité interviendront si nécessaire pour une vidange rapide de l'ouvrage à raison de 17 mètres cubes par seconde. La capacité de retenue d'eau du barrage sera de 8 millions de mètres cubes. En cas de pluviosité exceptionnelle et soudaine, un évacuateur de crue construit en rive gauche jouera le rôle de trop-plein. Ce surplus d'eau franchira le déversoir et s'évacuera par le coursier vers le lit de la rivière. Un important travail de terrassement est nécessaire pour implanter l'ouvrage dans le versant rive gauche. Le coursier de 175 mètres de long et de 8 mètres de large offrira à l'eau une descente à 17% vers le lit de la Verne. À l'extrémité aval, une cuillère de dissipation répartira le flux dans le bassin de réception protégé par des enrochements. Dans le prolongement du coursier, le déversoir amont sera profondément encastré dans la montagne. La barre rocheuse est à raser pour assurer un parfait ancrage de l'ouvrage. Un travail souvent périlleux et toujours difficile. Des essais en laboratoire sur des maquettes à grande échelle ont montré que ce déversoir évacuateur pourra absorber un débit instantané de 400 mètres cubes par seconde, valeur qui représente une grande marge de sécurité sur la crue décamillénaire définie selon les normes du comité technique permanent des grands barrages. Ferraillé à raison de 50 kg par mètre cube, l'ensemble de l'ouvrage utilisera 9500 mètres cubes de béton. Depuis près d'1 an maintenant, d'autres travaux préparatoires se poursuivent. Les forages effectués à 5, 10 et 25 mètres de profondeur sont répartis tous les 2 mètres par réseau croisé de 3 lignes dans l'axe de la digue. Ils permettent de procéder à des injections d'eau pour enregistrer en chaque point la perméabilité du sous-sol. Puis, on réalise une injection de coulis de ciment qui va combler les fissures naturelles du rocher. Ces injections, à des niveaux superficiels et profonds, constituent ainsi un voile de béton, une sorte de barrière qui protégera le barrage contre toute infiltration souterraine. Il y a de l'eau et de la bentonite qui rentre dans le malaxeur, qui nettoie le coulis, et ça graisse en même temps les parois de manière à ce que le coulis n'accroche pas dessus. Une fois que tout ça c'est bien malaxé, que ça a rincé, ça repart dans un bac de décantation et après ça repart dans le terrain naturel. La centrale à coulis envoie ainsi à distance, sous une pression variante en fonction de la profondeur du lieu d'injection, un mélange de bentonite adapté à la nature du sous-sol à traiter. Ces données sont enregistrées en chaque point
est rigoureusement contrôlée. Une fois l'étanchéité du sous-sol effectuée, on se livre à un méticuleux nettoyage de surface. Toutes les stratifications du sol sont éliminées pour parvenir au rocher sain sur lequel prendra assise le noyau du barrage. Une adhérence parfaite est en effet requise entre le socle rocheux et les matériaux qui formeront la digue. Le barrage de la Verne sera en fait une digue de terre sans aucune armature rigide, selon une conception classique d'électricité de France. Les 500 000 m3 de matériaux de cette digue proviendront essentiellement de la cuvette de retenue, évitant ainsi d'ouvrir une nouvelle carrière dans le massif. On utilisera des terres argileuses pour le noyau, du gneiss, des micaschistes, des alluvions et terres végétales pour les recharges amont et aval, et enfin des enrochements pour les protections extérieures. Ces matériaux vont donner lieu à un tri systématique et à un contrôle permanent. Pendant de nombreux mois, une noria de camions va parcourir les pistes du chantier pour transporter, déposer et stocker chaque nature de remblai à une place assignée. Une véritable montagne sera bientôt constituée sur le terre-plein central et ces éléments seront contrôlés par le laboratoire, procédant à des mesures de mécanique des sols. Alors, au laboratoire, on fait des essais de compactage pour voir la densité du matériau. On fait des essais de granulométrie pour voir le calibrage du matériau. Et on fait aussi des limites d'Atterberg avec ce petit appareil pour voir la plasticité du matériau. Tout est vérifié, contrôlé. Et on sait que quand on reprendra le matériau du stock, d'un tel stock, il correspondra bien à ce qu'on recherche. À partir du bâtard d'eau, on procède aux premiers travaux de remblayage de la digue. Les matériaux déposés par les dumpers sont aussitôt pris en charge par les engins de terrassement et nivelés en couches successives. L'équipe Labo EDF est à pied d'œuvre pour contrôler la densité de tassement. La mesure de laboratoire permettra de vérifier l'efficacité du travail des compacteurs. Elle est garante de la pérennité de la digue. Sur le versant rive droite de la cuvette, les sondages avaient révélé une zone importante d'argile de première qualité. C'est là un matériau idéal pour le noyau du barrage. Mais la grande sécheresse des 3 dernières années a fait perdre à l'argile sa maniabilité nécessaire à une mise en place correcte. On va donc l'étaler sur un site secondaire, le labourer à l'aide d'une charrue et l'arroser abondamment pour atteindre un niveau d'humidité souhaité. Ce mélange permettra d'obtenir un matériau argileux parfaitement homogène qui finalement présentera les caractéristiques d'étanchéité idéales pour le remblai du noyau. Le barrage sera constitué d'un noyau central en argile, isolé de ses deux versants amont et aval par un lit de gneiss jouant le rôle de filtre. De part et d'autre du noyau d'argile, les recharges seront constituées de micaschistes sains et d'enrochements pour l'amont, et pour l'aval, de micaschistes plus fins déposés sur une assise drainante. Ces graviers et cailloux permettront à l'eau d'infiltration de s'écouler sans risque d'entraînement des éléments de la digue. On utilisera 15 000 et 23 000 m3 de matériaux pour ces filtres, 120 000 m3 d'argile pour le noyau, 170 et 218 000 m3 pour les recharges. L'arrosage et le compactage des remblais assureront la compacité et l'adhérence voulue de la digue avec son socle de rocher. Côté rive droite, on aménage la tour. Cette grille protégera chacun des 4 pertuis de prise d'eau échelonnés à 7 mètres les uns des autres et fermés par une vanne. La commande des vannes installées au sommet permettra un prélèvement de 1100 litres par seconde.
L'ouvrage de 42 mètres de haut dépassera de 8 mètres le niveau normal de retenue. Le stock central de remblai a maintenant disparu et la digue progresse vers son sommet. Sa construction avec des matériaux directement extraits sur place aura permis le nettoyage de la cuvette naturelle tout en augmentant sa capacité de retenue. Orienté est-ouest, ce bassin est largement ouvert aux perturbations pluvieuses et devrait se remplir en 9 mois pour alimenter avec ses 8 millions de mètres cubes la grande consommation des 3 mois d'été. Il offre une superficie de retenue de 57 hectares et répond à une prévision de besoin en eau sur 30 années. 20 mètres en arrière. Au fil des jours, les travaux de remblayage se poursuivent sous le contrôle des géomètres. Tu m'attends, j'arrive. D'un volume de 520 000 m3, la digue présente à sa base une largeur de 220 mètres. Celle du noyau ira de 35 mètres à sa base jusqu'à une largeur de 4 mètres à son sommet. À ce sommet, l'épaisseur de la crête sera de 6 mètres sur une longueur de 235. Le talus de la recharge amont sera en 2 niveaux, tandis que le talus aval présentera 3 ruptures de pente ou risabernes afin de limiter le ravinement des eaux de pluie. La rive gauche supportera une plateforme d'accès à l'évacuateur et la rive droite, la maison du gardien construite dans le style provençal.